Le roman de Renard, 38e aventure. Comment le roi noble tint cour plénière et comment Isengrin fit une seconde clameur contre Renard. Perrault, qui mit tout ce qu'il avait d'esprit et d'étude à faire des vers sur Renard et son cher compère Isengrin. Perrault, qui nous a si bien raconté comment Sire Noble le lion avait partagé la proie et comment Renard avait refusé de prêter serment sur la dent de Saint-Ronius, a pourtant oublié le plus beau de sa matière. J'entends le jugement rendu dans la cour du roi noble sur la grande querelle de cet odieux renard avec messire Isengrin et d'Amersan, sa noble épouse. L'histoire dit que l'hiver était passé, l'aube épine fleurissait, et la rose commençait à s'épanouir. On approchait de l'Ascension, quand Sire Noble le roi convoqua les bêtes dans son palais pour s'y former en cour. Toutes répondirent à l'appel, toutes à l'exception de Renard, le trompeur et le mauvais larron. Chacun alors de le diffamer à qui mieux, et de rappeler ses gestes. Isengrin ne devait pas être le dernier à saisir l'occasion d'assurer sa vengeance. Il s'avança jusqu'au fauteuil du roi et parla en ces termes. « Beau, très doux sire, je vous demande justice de l'outrage commis par Renard à l'égard de dame Hersan, ma femme épousée. Il l'avait conduite par surprise dans son château de Maupertuis. Avant de lui laisser le temps de se reconnaître, il l'avait outragée de faits et de paroles. J'arrivai pour être témoin de ses insolences. Quelque temps auparavant, il avait furtivement pénétré dans ma demeure et souillé de ses ordures mes louveteaux, comme pour ne rien épargner de ce que j'avais de plus cher dans le monde. Sur la plainte que j'en avais portée naguère à votre cour, Renard prit jour pour se justifier, mais les seins apportés, il jugea plus à propos, par quel conseil, je l'ignore, de reculer précipitamment et de regagner son repère. Ce fut, comme on le pense bien, à mon grand regret. L'empereur ayant attentivement écouté répondit. Isengrin, croyez-moi, désistez-vous de votre clameur. Vous n'avez aucun intérêt à rappeler votre honte. Les barons et les comtes, les rois eux-mêmes sont exposés à des ennuis pareils. Ils y sont peu sensibles. Tous ceux qui tiennent les hautes cours sont tout ce que vous pensez être. Et jamais, pour si peu de choses, je ne vis faire tant de bruit. Les chagrins domestiques sont toujours de ceux dont on fait bien de rien dire. Sire, dit alors Brinlours, vous pourriez parler avec plus de convenance. Isengrin est-il mort ou retenu prisonnier qu'il n'ait pu trouver les moyens de se venger lui-même des insultes de Renard? Tout au contraire. On le sait assez puissant pour ôter à ce roux les moyens de nuire. Mais il a été retenu par le respect de la paix nouvellement jurée. C'est à vous, souverain du pays, à prévenir la reprise des armes, à maintenir l'union entre vos barons. Nous sommes prêts à mettre haro sur ceux que vous accuserez. Isengrin se plaint de Renard. Faites prononcer jugement sur la querelle, et si l'un doit à l'autre, il faut qu'il satisfasse, et vous paie en outre l'amende du méfait. Envoyez donc citer Renard dans Maupertuis. Pour ce qui me regarde, si vous me chargez du message, je me fais fort de l'amener ici et de le tenir au courant des usages de la cour. Sire Brun, dit alors bruyant le taureau, malheur, je ne dis pas à vous, mais à qui se réunirait à vous pour conseiller au roi de prendre l'amende du tort et de la honte que Renard aurait fait à sa commère. Renard a commis tant de crimes, outragé tant de bêtes honorables, que personne ne doit le recevoir à merci. Pourquoi messire Isengrin viendrait-il justifier des faits qui sont à la connaissance de tout le monde? Qu'on en dise ce qu'on voudra, mais si cet insigne larron, cet odieux trompeur, ce méchant roux de Renard avait jamais dit à ma femme une seule parole insolente, il n'y a fort ni château, il n'y a pas de Maupertuis qui m'empêcherait de le broyer et de le jeter dans un privé sa puante charogne. À quoi pensiez-vous donc, d'Amersan, de ne pas vous être vengé vous-même? En vérité, je comprends votre confusion d'avoir pu de sang-froid recevoir quelque affront de la part d'un être aussi facile à châtier. Écoutez, sire Brouillant, dit alors Grimbert le blaireau, il faut à tout prix étouffer le bruit d'un aussi mauvais cas. Tel qu'il l'a divulgué, commenté, exagéré, regretterait bientôt de ne pouvoir le retenir. Il ne s'agit ici ni de violence ouverte, ni de porte brisée, de trêve rompue. Tous les mauvais procédés reprochés à Renard peuvent être l'effet d'un amour très excusable. En conséquence, on ne devait pas se hâter d'en parler mal et d'en porter plainte. Renard aimait Hersan depuis longtemps, et madame Hersan n'aurait pas fait clameur s'il avait dépendu d'elle. Pour Isengrin, avouons qu'il a pris cela beaucoup trop à cœur, et qu'il aurait dû se garder d'en instruire le roi et le baronnage. Qu'il veuille bien examiner un peu. S'il reste la moindre trace du délit, si la maison est endommagée ou les meubles brisés, enfin, s'il a perdu dans tout cela la valeur d'une noix de coudrier, je m'engage au nom de Renard à tout remettre en état, et à lui en faire prendre l'engagement dès qu'il sera arrivé. Mais en fin de compte, la honte de tout cela va retomber sur Hersan. Oui, madame, le profil plus clair pour vous du bruit qu'a fait votre mari sera d'être l'objet de toutes les conversations, de tous les colibés.
Vous seriez la dernière des créatures si vous aimiez Isengrin après cela, et si vous pouviez souffrir qu'il vous donnât le nom de sœur, d'épouse. » Ces paroles firent monter le rouge au visage de Madame Hersan. Tout son corps frémit, et la sueur parut inonder son front. Enfin, jetant un grand soupir. « Sire Grimbert, dit-elle, vous avez raison. J'aurais 1000 fois mieux aimé que Monseigneur et Renard demeurassent bons amis. Il est certain que jamais Renard n'eut de moi la moindre faveur, et je suis, pour le prouver, prête à subir l'épreuve du fer chaud ou de l'eau froide. Mais hélas, de quel poids sera ma déclaration? On n'ajoute pas foi à ce que peut dire une pauvre malheureuse. Oui, j'atteste tous les saints qu'on adore, et Dieu mon sauveur lui-même, que Renard ne me traita à jamais autrement que si j'eusse été sa mère. Non que je le dise pour Renard ou pour le profit de sa cause. Je ne me soucie pas de lui et de ceux qui l'aiment ou le haïssent, plus que du chardon dont les ânes se régalent. Mais je le dis pour Monseigneur Isengrin, dont la jalousie ne me laisse pas de relâche et qui s'imagine toujours qu'on l'a trompé. Par la foi que je dois à mon fils Pinsard, il y aura 10 ans, au 1er avril, le propre jour de Pâques, que l'on nous maria, Isengrin et moi. Les noces furent somptueuses. Nos fossés, nos terriers pouvaient à peine contenir les bêtes conviées à la fête. Une oie n'y aurait pas trouvé place pour y pondre son œuf. J'ai, depuis ce temps, vécu en loyale épouse, sans donner à personne le droit de me blâmer, ou de me prendre pour une bête folle. Ainsi, que l'on me croie ou non, je n'en attesterai pas moins Sainte Marie, que jamais je ne fis rien qu'une sage et pieuse nonne ne put avouer. Le discours d'Hersan et la façon naturelle dont elle avait justifié sa conduite répandirent une joie inexprimable dans la bonne âme de l'âne, Bernard. Il en conclut qu'Isengrin pouvait bien avoir raison, mais que Dame Hersan n'avait pas tort. « Ah !» s'écria-t-il, « gentille baronne, plus à Dieu que mon ânesse fût aussi sage, aussi loyale que vous. Vous avez adjuré Dieu et les saints de paradis. Il suffit. Je soutiendrai votre cause, et je suis tout prêt à jurer avec vous. Dieu ne me fasse pas miséricorde, qu'il ne me laisse pas trouver un seul tendre chardon, si vous avez jamais favorisé l'amour et les sollicitations de Renard. Mais telle est la méchanceté, la médisance et l'envie du siècle, qu'il affirme ce qu'il n'a pas vu, et blâme ce qu'il devrait honorer. Renard, maudite l'heure où vous fûtes engendré, où vous êtes venu au monde, car c'est par vous que le bruit s'est répandu de la faiblesse d'Hersan à votre endroit. Vous êtes un insigne menteur. Quelle apparence, en effet, quand elle vient offrir aujourd'hui de se justifier par l'épreuve du fer chaud ou de l'eau bouillante. Hersan l'écouta avec une agréable surprise, mais se garda d'ajouter un mot. Chacun alors de dauber à qui mieux sur Renard. C'est ainsi qu'on agit à l'égard de ceux dont la cause est désespérée. Le seul Grimbert, en ami fidèle, soutint contre tous les intérêts de son cousin. Il s'avance devant le roi, abaisse son chaperon sur ses épaules, et relevant son manteau. « Je demande, dit-il, un moment de silence. Sire, veuillez en gentil et bon prince apaiser la querelle de vos 2 barons et recevoir à merci Renard. Permettez-moi de le conduire ici. Vous entendrez ses réponses, et si votre cour le condamne, vous fixerez l'amende qu'il devra subir. Il y satisfera. Que s'il a négligé de venir en cour et s'il n'a pas justifié son absence, vous pourrez lui adresser une réprimande sévère et l'obliger à une double composition. » Le conil, ou lapin, honora ce discours et celui de Bernard, l'archiprêtre, de son approbation, en disant par saint-amand, « Messire Grimbert a sagement parlé. Si Renard était contraint de quitter la terre sans être entendu, la justice en serait blessée. Que Renard soit donc mandé. Je m'en rapporte à lui du soin de sa justification. Mais s'il a réellement mérité quelques reproches à l'égard de Dame Hersan, soit en dit, soit en fait, il en conviendra plutôt que de se prendre parjure. Ainsi, je me porte volontiers pour le garant de Dame Hersan avec Bernard, le prudent archiprêtre. Je laisse la parole à d'autres, et je me tais. » La cour, après tous ces débats, conclut en ces termes. « Sire, plaise à vous dans le cas où Renard, sommé de comparaître, ne se présenterait pas et ne fournirait aucune excuse, ordonnez qu'il soit ici traîné de force, pour y entendre la sentence qu'il conviendra de prononcer. »« Baron, dit noble le roi, vous méprenez en voulant porter un jugement contre Renard. Vous donnez à Roger un os qui, le plus tard, le cas échéant, vous brisera les dents. Bien, autant vous en pend à l'œil. J'ai grand sujet de me plaindre de Renard, mais je n'entends pas le perdre s'il consent à reconnaître ses torts. Croyez-moi donc, Isengrin, consentez à l'épreuve que votre femme réclame. Ou bien, à défaut, je prendrai sur moi de l'ordonner. »« Oh, sire !» repartit vivement Isengrin. « N'en faites rien, je vous en prie.
Car enfin, si cette épreuve demandée par Ersan lui devient funeste, si l'eau bouillante ou le feu l'atteignent, tous le sauront, ceux même qui l'ignorent encore. Et mes ennemis s'en réjouiront. Ils diront en me voyant, le voilà, le jaloux, celui que sa femme a trompé. J'aime mieux retirer ma plainte et me faire justice moi-même. Viennent les vendanges, et je compte bien donner une chasse à renard, dont serrure ou clé, muraille ou fossé, ne sauront le défendre. C'est donc le diable maintenant repartit le roi noble avec indignation. Et votre guerre ne prendra-t-elle jamais fin? Par la corbleu, vous comptez en vain avoir le dernier avec renard. Il en sait plus que vous, et vous avez plus à craindre de tous ses tours que lui des vôtres. D'ailleurs, le pays est en repos. La paix est jurée. Malheur à qui s'avisera d'y porter atteinte.